Tous, bienvenue dans ce 10e webinaire organisé par MyExpat. Alors, bienvenue déjà à tous ceux qui sont présents. Je vois que vous êtes déjà une vingtaine présents aujourd'hui. On va attendre un petit peu que d'autres arrivent sur le webinaire. Donc ce webinaire qui est aujourd'hui dédié à l'actualité de l'immobilier et à toutes les nouveautés qui vous attendent pour 2019, donc à partir du 1er janvier 2019. Alors comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous inscrire à notre newsletter si vous ne l'êtes pas déjà inscrit. On essaye de vous donner un maximum d'informations à travers les articles que l'on écrit pour vous et notamment sur notre blog que vous pouvez tout retrouver. Vous pouvez également retrouver tous les anciens webinaires et notamment celui-ci en replay sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. En attendant encore quelques minutes, n'hésitez pas à me dire dans quel pays vous êtes résident. Voilà, donc nous on est à Paris, en France. Je sais que la dernière fois on avait beaucoup de monde qui venait, notamment des États-Unis, de Singapour, de Hong Kong. Donc n'hésitez pas dans la colonne, dans la section qui est dédiée à ça, à me dire donc dans quelle ville vous habitez, dans quel pays vous habitez. Voilà, l'objectif c'est que ce webinaire soit vraiment interactif, même si je suis tout seul du côté de la vidéo, vous êtes très nombreux de l'autre côté, et l'objectif c'est d'échanger pour que justement je puisse répondre à l'ensemble de vos questions sur ce sujet de ce 10e webinaire qui sera donc les actualités autour de l'immobilier. Elles sont nombreuses et toutes les nouveautés qui vous attendent à partir du 1er janvier 2019. Je vois que donc Sylvie qui est à Madrid, bonjour Sylvie, Anne-Claire en Angleterre, Alex de Hong Kong, donc on voit qu'on a déjà pas mal de monde, un petit peu partout, en Australie, en Irlande, en Suisse, bienvenue à tous, de Londres, vous êtes très nombreux. Vous savez qu'aujourd'hui nous avons des clients dans plus de 50 pays dans le monde. Vous pouvez d'ailleurs voir la nouvelle carte que l'on a fait poser, la Thaïlande, le Gabon, Dubaï, merci à tous, l'Angleterre, la Suisse encore une fois, bienvenue à tous, le Portugal également, le Canada, donc aussi bien les États-Unis, les Amériques, que l'Asie. Bienvenue à tous dans ce 10e webinaire. Je pense que nous allons pouvoir commencer. Alors, petit rappel, encore une fois, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans justement cette colonne. Je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Je répondrai vraiment à toutes vos questions. C'est l'objectif de ce webinaire. Alors, nous allons pouvoir commencer au sujet des différentes actualités et des nouveautés à partir du 1er janvier 2019 et pour que je vous explique qu'est-ce qui va changer pour vous en tant qu'investisseur, mais surtout en tant qu'investisseur non résident. Alors, on voit qu'on a pas mal de monde là en Europe et hors Europe. On verra qu'il y a une petite distinction au niveau fiscal notamment. Alors, on va aborder aujourd'hui 3 sujets. Un premier sujet qui est d'abord un sujet qui est juridique, et qui va comporter toutes les actualités autour des services notariés, de la réglementation sur les régimes matrimoniaux notamment. Un deuxième gros sujet qui est le sujet de la fiscalité. Fiscalité pour vous expliquer qu'est-ce qui change à partir du 1er janvier 2019. Et puis un troisième sujet sur ce qui est toujours en discussion, notamment au niveau fiscal, et qu'est-ce qui risque de changer à partir du 1er janvier 2019, ou peut-être un peu plus tard en fonction de l'avancement des discussions. Alors, on va commencer maintenant. Donc, première grande partie et point important, c'est le sujet juridique. Donc, qu'est-ce qui va changer juridiquement à partir du 1er janvier 2019 ? Déjà, un point très important, vous en avez sûrement entendu parler, on a beaucoup communiqué dessus chez MyExpat, mais d'autres l'ont fait également. Le ministère des Affaires étrangères, donc le MEAE, le ministère à l'Europe et aux Affaires étrangères, qui s'appelle comme ça maintenant, a beaucoup communiqué dessus aussi, c'est la suppression des services notariés dans les consulats français à l'étranger.
Donc ça, c'est une mesure qui a été lancée en test il y a quelques années dans différents consulats et aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2019, qui est généralisée à l'ensemble des consulats français. Alors, pourquoi cette suppression? Nous avons contacté le ministère des Affaires étrangères pour échanger avec eux suite à une pétition d'ailleurs que vous avez été très nombreux à signer pour savoir pourquoi ces services notariés étaient supprimés en ambassade, en consulat français, et est-ce qu'il y avait toujours la possibilité de les rétablir ou établir certains actes en tous les cas. Alors, la réponse du ministère des Affaires étrangères, c'est déjà un sujet qui avait été traité il y a quelques années. La seule et unique réponse, en fait, c'est pour des raisons qui sont budgétaires. Les consulats français pèsent assez lourd dans le budget de l'État français, et l'État français a décidé aujourd'hui de supprimer un certain nombre de services, notamment les services notariés, pour réduire le budget et donc pour réduire le déficit de ces consulats français. Donc, à partir du 1er janvier 2019, qu'est-ce qui va changer concrètement? Concrètement, il n'y aura presque plus de services notariés. Alors, il faut faire attention puisque il y a eu quelques confusions dans les communications qu'il y a eu autour de ce sujet-là. Ne seront supprimés que certains services notariés. Alors, c'est l'essentiel des services notariés. En fait, il faut distinguer les actes notariés authentiques et les actes non authentiques, donc que l'on appelle sous seing privé ou sous signature privée. Ce qu'il va être supprimé, c'est tous les actes, toutes les légalisations d'actes authentiques. Alors, ça concerne beaucoup d'actes, notamment en ce qui concerne la succession ou des transmissions. Donc, je m'étendrai pas sur le sujet puisqu'on n'est pas notaire et le sujet aujourd'hui, c'est de parler de l'immobilier. Mais tout ce qui va être acte de succession, de transmission, qui nécessite forcément un acte authentique, pour le coup, ne pourront plus être réalisés depuis l'étranger, et des procurations donc authentiques pour ce genre d'acte ne pourront plus être légalisées à l'étranger non plus. Pour ce qui concerne des signatures d'actes non authentiques, donc sous seing privé ou sous signature privée, on dit aujourd'hui. Là, les consulats à l'étranger pourront toujours légaliser des actes non authentiques, donc des actes sous seing privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre d'une transaction immobilière? C'est très important, puisque lorsque vous faites une transaction immobilière, vous avez deux choses, depuis l'étranger, si vous ne souhaitez pas rentrer à l'étranger, et c'est le cas notamment chez MyExpat, vous pouvez investir sans avoir à rentrer en France. Il y a deux étapes importantes, c'est la signature de la promesse de vente chez le notaire et la signature de l'acte authentique de vente. La signature de la promesse de vente nécessite une procuration sous seing privé et non pas authentique. Donc, vous allez pouvoir simplement continuer à signer des promesses de vente depuis l'étranger en allant légaliser votre procuration au consulat comme vous le faisiez jusqu'à aujourd'hui. Et comme tous les clients de MyExpat le font jusqu'à aujourd'hui. Pour l'acte authentique, c'est la même chose. On va toujours pouvoir continuer à légaliser des procurations sous seing privé pour aller signer des actes authentiques de vente, à votre place donc, avec un point qui est particulier, une particularité qui est le cas où le financement qui a servi à l'investisseur, donc à l'acheteur, pour réaliser son investissement immobilier, est soumis à une hypothèque. Et lorsque la banque vous impose une hypothèque dans votre financement, à ce moment-là, la procuration devient une procuration authentique, nécessairement, c'est-à-dire que c'est obligatoire. Et si la procuration est authentique, à ce moment-là, elle ne pourra plus être légalisée dans un consulat français. Donc, il faut savoir que depuis les 4 dernières années, les statistiques, en tout cas chez MyExpat, pour des non-résidents, de financement avec hypothèque sont très très faibles. La majorité des financements se font sans hypothèque et se font avec d'autres types de cautions. On en a parlé lors du webinaire sur le financement. N'hésitez pas à regarder notre chaîne YouTube. Donc avec d'autres types de cautionnements, mais qui ne sont pas des cautionnements de type hypothécaire. Donc qui ne nécessitent pas de procuration
authentique. Donc, pour résumer de façon simple, dans le cadre d'un investissement immobilier depuis l'étranger, vous aurez toujours la possibilité d'aller faire légaliser les signatures de vos procurations au consulat. La seule exception, c'est dans le cas où le financement que vous aurez obtenu nécessitera une hypothèque. Mais encore une fois, ça arrive dans de très rares cas et il y a d'autres solutions dont on peut discuter avec la banque pour éviter l'hypothèque dans le cadre d'un financement. Alors, ça, ce sont les gros changements dans le cadre d'un investissement immobilier. Maintenant, typiquement, dans le cas d'un financement avec hypothèque et où vous devez malgré tout signer une procuration qui est authentique et faire légaliser la procuration authentique, quelles sont les solutions si vous ne pouvez pas rentrer en France? Alors, il y a quand même des solutions. Il y a globalement deux types de solutions. La première, c'est de faire légaliser, non pas par le consulat français, mais de faire légaliser cet acte authentique par un représentant de l'État local. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire soit un notaire local dans les pays qui ont des notaires ou un système de notaires, ou alors par un représentant local, un représentant de l'État local dans lequel vous êtes. Donc, dans certains pays, ça peut être des avocats aussi. La difficulté de ça va être de trouver le bon représentant légal de l'État et de faire en sorte que les notaires en France légalisent le fait que cette personne est bien habilitée à signer un acte authentique. Donc ça devient un petit peu compliqué, on peut trouver des solutions, mais voilà, il peut y avoir des complications derrière, et notamment des frais. Je vous invite d'ailleurs à lire un article très complet que l'on a fait sur notre blog au sujet des implications justement de cette suppression de légalisation dans les consulats français. Il peut y avoir des implications, notamment financières, puisque si vous passez par un représentant local de l'État local, qui est souvent non francophone, vous allez devoir faire traduire le document en question, donc vous allez avoir des frais de traduction, et qui dit frais de traduction nécessitera aussi de la part des notaires français de s'assurer que la traduction est conforme à l'original. Donc ça rajoute à la fois de la complexité et à la fois des coûts. L'autre solution, c'est évidemment de rentrer en France, de signer l'acte authentique ou la procuration authentique devant un notaire lors de l'un de votre passage en France, par exemple, ou de faire un aller-retour en France si vraiment c'est quelque chose d'urgent. Alors, j'ai Michael qui nous pose une question. Bonjour Michael, donc actuellement résident fiscal espagnol avec le régime Especial Ley de los Impatriados de la loi Beckham. Je souhaiterais savoir si, concernant la vente de ma maison en France, je serais exonéré sur la plus-value comme je la vends dans 5 ans après mon départ à l'étranger. Alors, Michael, on est là sur une question de plus-value, de fiscalité. Donc ça, on verra ça un petit peu plus tard dans ce webinaire, dans la deuxième partie de ce webinaire sur la fiscalité. Je reviendrai sur votre question, hein, Michael, ne vous inquiétez pas. Donc, on voit que sur la suppression des services notariés en ambassade, dans la majorité des cas, pour une personne donc comme vous qui voulez investir en France dans l'immobilier, il n'y aura pas de grand changement. Par contre, attention au type de financement que vous allez obtenir, parce que si la banque exige une hypothèque, cela nécessitera une procuration authentique, et là, ça peut vite être compliqué. Donc, il faut tout de suite essayer de négocier avec la banque le fait de ne pas avoir d'hypothèque. Et elles ont d'autres solutions de cautionnement, donc des solutions sont possibles. Après, pour tous les autres actes notariés, que ce soit succession, transmission, héritage, etc., je vous invite à vous rapprocher d'un notaire ou de votre notaire ou d'un avocat fiscaliste qui, lui, pourra vous renseigner plus en détail sur ce type d'actes qui sont pour le coup des actes authentiques. Donc ça, c'est le premier gros changement. Le deuxième gros changement, alors vous en avez peut-être entendu moins parler, c'est l'entrée en vigueur de ce qu'on appelle le règlement européen sur les régimes matrimoniaux. Donc il sera appliqué à partir du 1er janvier 2019. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les personnes qui vont se marier à partir du 1er janvier 2019 seront soumis à d'autres règles, à des nouvelles règles, donc qui sont les règles du règlement européen sur les régimes matrimoniaux. Donc ça concerne uniquement une certaine partie de la population, notamment des non-résidents. Donc là, on parle de droit international. Encore une fois, je
je ne vais pas m'étendre dessus puisque nous ne sommes pas avocats spécialisés en droit international. Par contre, je vais vous donner les principales caractéristiques et surtout essayer de vous expliquer quels impacts ça pourra avoir pour vous qui êtes investisseur dans l'immobilier en France. Alors déjà, petit rappel sur l'importance du régime matrimonial. On a déjà vu aussi ça dans des différents webinars. Vous savez que en fonction de votre régime matrimonial, vous allez pouvoir faire tel ou tel type d'investissement, ou alors votre régime matrimonial va avoir des conséquences directes sur le type de financement que vous allez demander auprès d'une banque. Donc, le régime matrimonial, que vous soyez marié en France, que vous soyez marié à l'étranger, sous le régime de la communauté, sous le régime de la séparation de biens, donc avec un contrat de mariage ou pas, peut avoir a d'ailleurs des conséquences très importantes sur votre projet d'investissement immobilier. Donc, le statut matrimonial lors d'un investissement immobilier est très très important. Et alors, il peut y avoir des cas de figure qui sont complexes dans le cas d'un non-résident. Pourquoi? Parce que la loi internationale, justement, régit les règles en fonction du pays dans lequel vous vous êtes marié, de la nationalité des conjoints, du pays de votre première résidence principale après votre mariage. Je vous passe tous les autres cas de figure, puisqu'il existe pas mal d'autres cas de figure. Il y a le mariage à l'étranger aussi, le mariage à l'étranger validé dans un consulat français, il y a le mariage fait à l'étranger avec une désignation, un acte de désignation de la loi applicable. Voilà, tous ces cas de figure-là sont assez complexes et rentrent dans le cadre de la loi internationale sur le régime matrimonial. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qu'est-ce que le règlement européen sur les régimes matrimoniaux? Alors, c'est pour répondre à la question d'Iman. Qu'en est-il de ceux qui sont mariés avant janvier 2019, mais qui achèteront un bien après janvier 2019? Alors, là, pour le coup, Iman, ça ne dépendra pas de la date à laquelle vous faites votre investissement immobilier. Ça va dépendre uniquement de la date à laquelle vous êtes marié. Et là, il y a 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si vous êtes marié avant 1992. Avant 1992, la loi qui s'applique la loi internationale qui s'applique à votre régime matrimonial, c'est la loi du pays de la première résidence principale stable de votre foyer. Donc ça, c'est généralement le cas, puisque généralement, la majorité de nos clients, nous, se sont mariés avant 1992. Donc la loi qui s'applique, c'est de dire, si vous êtes marié en France, mais que la première résidence principale après votre mariage stable de votre foyer, c'était Singapour, par exemple, eh bien, dans ce cas-là, même si vous êtes marié en France, donc vous pensez être marié sous le régime de la communauté, mais comme la première résidence principale après votre mariage, c'est Singapour, le régime par défaut à Singapour, c'est la séparation de biens. Donc, mécaniquement, d'après la loi internationale, d'après le droit international, vous êtes marié en séparation de biens. Donc, si vous voulez changer, vous avez la possibilité de le faire, mais il faut faire dans ce cas-là ce qu'on appelle un acte de désignation de la loi applicable. Et là, c'est un acte notarié. Et vous devez dire, moi, je veux que la loi qui s'applique à mon mariage ne soit pas la loi de Singapour, mais soit la loi française. Et donc, revenir à un régime de la communauté. Donc ça, c'est mariage avant 1992. À partir de 1992, donc marié entre 1992 et 2019, les États européens notamment et la juridiction internationale avaient signé ce qui s'appelle la Convention de La Haye, qui donne la possibilité aux mariés de choisir la loi qui s'applique à leur régime matrimonial dans l'immobilier, notamment en fonction du pays dans lequel ils investissent dans l'immobilier. Donc ça, c'est spécifique à l'immobilier. Donc on reste sur la loi du pays de la première résidence principale stable du foyer. Par contre, la Convention de La Haye permettait à des couples mariés de changer de régime matrimonial et impliquait aussi un changement automatique de régime matrimonial après 10 ans de vie dans un autre pays que le pays dans lequel ils se sont mariés. Donc, je prends un exemple. Vous êtes marié entre 1992 et 2019 en France, sous le régime de la communauté. Vous partez vivre
à Singapour, toujours, je reprends l'exemple, vous habitez 10 ans à Singapour, votre régime matrimonial change automatiquement pour la loi du régime de Singapour, c'est-à-dire la séparation de biens. Ce qui change à partir de 2019, c'est que déjà, il n'y a plus la possibilité pour les couples qui se marient à partir de 2019 de choisir, de changer de loi qui s'applique à leur régime matrimonial en fonction du pays dans lequel ils investissent. C'est-à-dire que si vous aviez, par exemple, un régime matrimonial de la séparation de biens parce que vous habitez en Californie, par exemple, et vous investissez en France, si vous êtes marié entre 92 et 2019, vous avez le droit de dire, moi je veux que, dans le cadre de cet achat uniquement, je veux que mon régime matrimonial soit la communauté de biens, qui est le régime par défaut en France. Bon, pour tous les couples mariés après 2019, ça, ce ne sera plus le cas. Il n'y a plus la possibilité de choisir la loi du pays dans lequel vous investissez et de changer temporairement la loi qui s'applique à votre régime matrimonial. Il y a également plus de changement automatique de régime matrimonial après 10 ans de vie dans un pays. Donc ça, c'est le couple, à partir de janvier 2019, c'est le couple qui choisira s'il veut changer de régime matrimonial après 10 ans habité dans un pays. Donc s'il veut changer la loi qui est appliquée à son régime matrimonial, il pourra le faire, avec effet rétroactif ou pas, c'est à la discrétion du couple, mais en tout cas, il n'y a plus d'automatisme. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour les expatriés qui souhaitent investir en France? Donc avant d'aborder ce sujet, je réponds juste à Alex qui nous pose une question. Dans le cas où il existe un contrat de mariage, quel impact? Alors en fait, la vraie question, Alex, ça va être surtout de connaître la date de votre mariage et pas tellement si vous avez un contrat de mariage ou pas. Donc dans tous les cas de figure, je vous invite à nous contacter pour que l'on puisse étudier en détail votre situation et puis pourquoi pas dans un deuxième temps votre projet. Donc encore une fois, hein, ce qui est vraiment important, c'est la date à laquelle vous êtes marié. Donc soit avant 92, soit entre 92 et 1er janvier 2019, soit si vous n'êtes pas encore marié, après le 1er janvier 2019. Donc qu'est-ce que ça va changer pour les expatriés qui souhaitent investir en France? Alors, si vous êtes marié avant 2019, ça va rien changer, puisque de toute façon, il n'y a pas d'effet rétroactif, et que la loi, que ce soit la loi applicable avant 92 ou entre 92 et 2019, les règles qui s'appliquent ne changent pas. Par contre, ça va changer pour ceux qui se marient après le 1er janvier 2019. Donc, ça va changer quoi? C'est plus de souplesse dans le choix de la loi qui s'applique à son régime matrimonial, puisqu'il n'y a plus d'automatisme dans le fait de changer typiquement de régime matrimonial après 10 ans. Et par contre, point important, c'est par rapport à des couples qui seront mariés entre 92 et 2019, c'est que vous n'aurez plus la possibilité de changer de loi applicable à votre régime matrimonial uniquement dans le cas de l'achat d'un appartement ou d'un immeuble ou d'une maison dans un autre pays que celui dans lequel vous vivez. Donc plus d'automatisme et plus la possibilité de changer de façon spécifique pour un projet particulier. Alors Pierre qui nous dit, habitant en Suisse et résident fiscal suisse, je suis en train d'investir en France. Si je garde mon appartement et le mets en locatif, quelles sont les taxes? Si je le revends et que je fais une plus-value, quelles sont les taxes? Donc là encore, Pierre, on est sur de la fiscalité, donc je vous invite à continuer à nous écouter pour justement aborder le sujet de la fiscalité, qui est un sujet important. Donc, on a vu que les gros changements pour l'instant, ça va être donc la suppression des services notariés en consulat, l'entrée en vigueur du règlement européen sur les régimes matrimoniaux, mais qui ne concernera que les couples qui se marient à partir du 1er janvier 2019. Le troisième changement juridique qui est important, qui vous impacte un petit peu moins, mais qui est important, qui est ce qu'on appelle la loi Elan. Vous en avez peut-être entendu parler, en tout cas tous les grands acteurs de l'immobilier en France en ont parlé, puisque c'est la nouvelle loi qui vient régir la loi sur le logement. Alors, qu'est-ce que c'est la loi Elan? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque c'est une loi qui est très complexe et qui est surtout importante en termes de changement. Pour faire simple, c'est la loi sur le logement, c'est la loi Elan, c'est la loi sur le logement qui vient compléter la loi Allure.
Alors, sans rentrer dans tous les détails de la loi Elan, parce qu'il y en a beaucoup, je vais vous citer 3 points clés de la loi Elan qui vous concernent. C'est la création d'un bail mobilité. Donc ça, c'est si vous faites de l'investissement locatif en France, vous aurez la possibilité de louer votre bien avec un nouveau type de bail. Donc aujourd'hui, il existe 2 types de baux qui sont le bail vide et le bail meublé. Là, vous aurez la possibilité de louer en bail mobilité, qui est un bail qui est relativement souple et qui permet à des gens de se loger et de partir assez vite sans avoir de contraintes particulières. Donc, on vous donnera plus d'informations dans des articles en détail. Le deuxième, c'est la suppression de la trêve hivernale en cas de squat. Donc ça, c'est un point important aussi, puisque vous êtes nombreux à nous demander qu'est-ce qui se passe lorsque il y a un squat dans mon appartement, ou s'il y a un squat, alors, même si c'est rare, mais en tout cas, lorsque l'on en parle, ça fait souvent la une des journaux, donc on a l'impression que ça arrive souvent. En fait, ça arrive peu souvent, mais c'est assez anxiogène, ce que je comprends très très bien. La loi qui protégeait les personnes qui squattaient des appartements vides a été supprimée. Donc il n'y a plus de trêve hivernale à partir du 1er janvier 2019. Le troisième point, c'est l'assouplissement des règles de copropriété. Alors ça vous concerne un petit peu moins. C'est tout un tas d'éléments qui vont permettre aux syndics de copropriété et aux copropriétaires de gérer plus facilement leur immeuble et leur investissement via toutes ces nouvelles règles justement de copropriété. Alors, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour un expatrié qui souhaite investir dans l'immobilier en France? Dans le cadre d'un investissement immobilier, grosso modo, ça va pas changer grand-chose. L'objectif de toutes ces règles, c'est de faciliter l'accès au logement et c'est de faciliter l'investissement justement pour les propriétaires aussi. Donc ça va pas changer grand-chose, voire rien du tout même, si ce n'est assouplir certaines règles et faciliter en théorie l'investissement immobilier. Voilà, donc on a vu les 3 principaux points du changement de la loi, ou en tout cas des changements juridiques qui vont intervenir à partir du 1er janvier 2019. Donc je vous rappelle, qui sont la suppression des services notariés en ambassade, l'entrée en vigueur du règlement européen sur les régimes matrimoniaux et l'application de cette nouvelle loi sur le logement, donc qui s'appelle la loi Elan. Alors maintenant, point sur la fiscalité, parce que vous êtes nombreux déjà à poser des questions, et c'est un sujet qui intéresse bien évidemment. Alors Iman, juste qu'est-ce qu'il en est donc des non-français et de couples mixtes? Alors là encore, cas spécifique, Iman, n'hésitez pas à nous contacter puisque là on parle vraiment de votre couple et je voudrais pas rentrer dans les détails avec vous ici. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse justement répondre à toutes ces questions. En tout cas, le changement de règlement à partir du 1er janvier 2019 ne concerne pas la mixité d'un couple, mais vraiment la date de mariage. Mais la mixité d'un couple, vous avez parfaitement raison de le souligner, est importante aussi dans notamment l'obtention ou pas d'un financement. Donc, pour revenir à notre deuxième sujet, qui est celui de la fiscalité. Alors, qu'est-ce qui va changer à partir du 1er janvier 2019? 2 choses qui vont changer de façon certaine. 2 points très intéressants d'ailleurs. C'est déjà une exonération d'impôt sur la plus-value lors de la vente de votre résidence principale dès le 1er janvier 2019. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà une mesure que l'on attendait depuis longtemps, c'est que vous êtes expatrié, vous êtes résident français, vous partez en expatriation. Jusqu'à aujourd'hui, si vous vendiez votre ancienne résidence principale, vous étiez imposé sur la plus-value, avec un certain type d'abattement. Là, à partir du 1er janvier 2019, si vous êtes expatrié depuis moins d'1 an et que vous revendez votre ancienne résidence principale que vous aviez en France dans l'année qui suit votre départ à l'étranger, et ça jusqu'au 31 décembre, vous êtes exonéré complètement d'impôt sur la plus-value.
Donc ça, c'est une grande nouvelle parce que ça permet aux expatriés qui partent à l'étranger ou qui sont à l'étranger depuis en tout cas moins d'un an de pouvoir vendre leur résidence principale en France sans être taxés et donc de bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value au même titre qu'un résident français. Donc ça, déjà, très très important. La deuxième mesure, c'est l'abattement de 150 000 € sur la plus-value perçue lorsque vous vendez votre résidence principale depuis l'étranger dans la limite de 10 ans. Donc, si vous ne vendez pas dans l'année qui suit votre départ, vous avez tout de même 10 ans, et pendant ces 10 ans, vous avez un abattement de 150 000 € sur la plus-value. C'est-à-dire que si vous faites moins de 150 000 € de plus-value dans le cadre de la revente de votre résidence principale, vous ne payez pas d'impôt. Donc ça, c'est très important aussi parce que ça vous laisse quand même 10 ans pour revendre votre résidence principale en ayant cet abattement de 150 000 €. Deuxième point très important en termes de fiscalité, et ce qui va changer, c'est, et ça aussi on l'attendait depuis très longtemps, puisque la France avait été retoquée par la Commission européenne, c'est la suppression de la CSG et de la CRDS aux non-résidents de l'Union européenne. Donc ça, c'est très important, et notamment, Pierre, ça répond à votre question, puisque aujourd'hui, lorsque vous aviez des revenus en France, ou lorsque vous aviez de la plus-value en France sur laquelle vous payez de l'impôt, et que vous étiez résident en Union européenne, vous deviez payer de la CSG-CRDS. Et d'ailleurs, tous les non-résidents devaient payer de la CSG-CRDS. À partir du 1er janvier 2019, les non-résidents de l'Union européenne n'auront plus de CSG-CRDS à payer. Donc ça, très important aussi, puisque la CSG-CRDS, on est quand même presque à 20%, on est à 17,5%. Donc, point très important. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est pour les non-résidents qui sont hors Union européenne? Eh bien ça, c'est un sujet qui est toujours en discussion, et ce qui nous amène à notre dernier point, qui est au sujet de la fiscalité, justement, qu'est-ce qui peut changer et qui est toujours en discussion, notamment entre le Sénat et l'Assemblée générale. Je réponds juste à Meven en attendant. Donc, concernant l'exonération de la plus-value, est-ce une évolution purement française ou européenne si je possède un logement ailleurs en Europe, par exemple? Alors, non, là, il s'agit d'un changement qui est français. Chaque pays en Europe a son propre système fiscal. L'Europe travaille depuis de nombreuses années à une unification fiscale entre les différents États membres, mais jusqu'à aujourd'hui, on a quand même des systèmes qui sont différents entre les différents pays d'Europe. Donc, l'exonération dont je vous parle, c'est une exonération sur la plus-value de biens que vous avez en France. Pierre, la Suisse n'est pas dans l'Union européenne. Oui, vous avez parfaitement raison. J'avais complètement oublié que vous étiez en Suisse. Alors, dans le cadre de la Suisse, vous êtes un non-résident hors Union européenne. Et hors Union européenne, pour l'instant, la CSG-CRDS n'a pas été supprimée. Donc, ce qui nous amène au troisième point. Qu'est-ce qui peut changer à partir du 1er janvier 2019? Ce qui peut changer, c'est la suppression de la CSG-CRDS à tous les non-résidents, donc Union européenne et non-Union européenne. Donc ça, c'est toujours en discussion avec le Sénat. Tout tend à dire qu'il serait logique de supprimer la CSG-CRDS, quel que soit le pays dans lequel vous habitez. Le gros argument de tous les défenseurs de cette loi, et notamment tous les sénateurs des Français de l'étranger, c'est de dire que même si vous êtes français, si vous habitez à l'étranger, vous payez des cotisations sociales à l'étranger et vous n'avez pas à en payer en France, surtout que vous ne profitez pas des conséquences de ces cotisations sociales. Donc il y a des chances que ça passe. Voilà, il y a de fortes chances pour que cette loi passe. Par contre, c'est toujours en discussion, donc il y a aussi des chances pour que ça ne passe pas. Michael, quand vous dites exonération CSG-CRDS, est-ce uniquement sur la vente ou également sur les impôts fonciers? Alors non, c'est sur tous les revenus que vous avez en France, donc à la fois sur les plus-values, mais aussi sur les loyers que vous touchez. En fait, c'est sur les revenus que vous touchez en France, donc également sur vos revenus fonciers, tout à fait. Et alors Sylvie qui m'a posé une question avant, quid d'un appartement locatif situé en France qui n'a jamais été en résidence principale? Alors si ça n'a jamais été votre résidence principale, pour le coup vous êtes soumis à l'impôt sur la plus-value
au barème classique, qui est un barème qui est dégressif, c'est-à-dire que plus vous détenez le bien depuis longtemps, moins vous payez d'impôts sur la plus-value. Je vous invite à faire une recherche simple sur Google, vous verrez, barème d'imposition sur la vente d'un bien immobilier, et vous verrez que le taux est dégressif en fonction des années. Alors, Pierre, CSG, CRDS, où l'État va gagner sa vie? C'est une bonne question. Donc ça, vous me faites la bonne transition pour le deuxième point de qu'est-ce qui peut changer en 2019. Donc on a vu suppression de la CSG, CRDS pour tous les non-résidents. Le retour de bâton, c'est peut-être une augmentation de l'impôt minimum qui peut passer de 20 à 30%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impôt minimum sur des revenus perçus en France pour un non-résident, c'est 20%. L'État est en train de discuter, et notamment avec le Sénat, de passer cet impôt minimum de 20% à 30%. Donc, nous, notre analyse, c'est de dire que la suppression de la CSG-CRDS sera contrebalancée par une augmentation de cet impôt minimum qui va passer de 20 à 30%. Encore une fois, c'est toujours en discussion, rien n'est fait aujourd'hui. Je vous invite à vous inscrire sur notre blog pour suivre l'actualité. On vous préviendra bien évidemment dès qu'il y a une nouvelle à ce sujet-là. Alors, peut-on réclamer la CSG-CRDS payée ces dernières années? Alors, Elisabeth, c'est une très bonne question puisque on en a parlé à nos avocats qui nous ont dit qu'effectivement, il y avait la possibilité, comme la France a été redressée par l'Europe, le jour où ils admettent et où ils suppriment la CSG-CRDS pour tous les non-résidents, il y a de fortes chances pour qu'il y ait la possibilité de réclamer effectivement la CSG-CRDS que vous avez payée ces dernières années. Donc là, il faudra se rapprocher d'un avocat fiscaliste, pour le coup, qui pourra faire ces démarches-là pour vous. Pour ma part, je bénéficie toujours de mes cotisations sociales en France. Dans ce cas, je ne serai pas exonéré de CSG-CRDS. Alors, encore une fois, hein, Michael, là, il s'agit de votre situation spécifique. Ça va vraiment dépendre de votre pays de résidence, de votre situation personnelle, professionnelle. N'hésitez pas à nous appeler ou à contacter un avocat fiscaliste, encore une fois, pour que l'on puisse creuser un petit peu le sujet. Alex, y a-t-il des changements fiscaux, actes ou prévoir sur les SCI à l'IR ou à l'IS? Alors, en fait, que vous achetiez en propre ou que vous achetiez à travers une SCI, qu'elle soit à l'IR ou à l'IS d'ailleurs, alors, en fait, ça va impacter sur les SCI à l'IR, sur les SCI à l'IS, ça ne changera pas, puisque là, on est dans le cadre de l'impôt sur les sociétés. Mais par contre, dans le cadre de SCI à l'IR, dans ce cas d'une SCI à l'IR, comme la SCI à l'IR est fiscalement transparente, du coup, vous êtes dans le cas d'une imposition de type particulier. Donc oui, il y aura les mêmes changements qu'on vient de voir aujourd'hui. Par contre, dans le cas d'une SCI à l'IS, absolument pas, puisqu'on est dans le cadre du régime des sociétés. Alors Pierre, recommandation de fiscaliste, oui, n'hésitez pas à nous contacter. Envoyez-nous un mail sur la rubrique contact. On travaille depuis plusieurs années avec un très bon avocat fiscaliste international qui pourra vous aider sur ces sujets-là. Alors, on a vu donc suppression de la CSG-CRDS qui peut venir, l'augmentation de l'impôt de 20% à 30% qui peut venir aussi. Alors, est-ce qu'il existe des solutions lorsque on est non-résident et que l'on veut investir en France pour s'affranchir de ces sujets-là? En tout cas, l'augmentation de l'impôt minimum qui passerait de 20 à 30%. Alors la réponse est oui, et on en parle depuis maintenant très longtemps et depuis plusieurs webinars. La solution, c'est le LMNP. Pourquoi? Parce que lorsque vous louez, donc LMNP, loueur en meublé non professionnel, ça veut dire que vous louez le bien que vous avez en France, vous le meublez et vous le louez avec un bail meublé. Quand vous louez avec un bail meublé, vous avez la possibilité de faire une déclaration fiscale de type meublé, donc de type loueur meublé non professionnel, donc LMNP. Et cette catégorie fiscale vous permet, dans des conditions spécifiques, de ne pas avoir à payer du tout d'impôts pendant les 10 premières années lorsque lesquelles vous êtes propriétaire de votre bien. Donc la solution pour s'affranchir de l'impôt minimum qui peut passer de 20 à 30%, et encore c'est pas sûr du tout, et dans tous les cas c'est la solution la plus intéressante lorsque l'on veut faire de l'investissement immobilier en France, en tout cas fiscalement parlant, c'est de louer ces appartements
ou ces maisons en meublé avec un bail meublé. Alors Pierre, quels sont vos services, enfin que proposez-vous au sein de votre entreprise? Alors Pierre, c'est votre premier webinaire, vous ne nous connaissez donc pas. Alors pour vous simplifier un petit peu notre service, donc MyExpat, c'est une plateforme qui permet à des non-résidents de faire de l'investissement locatif en France sans jamais avoir à rentrer en France. Donc vous pilotez tout votre projet depuis la plateforme et nous réalisons tout l'investissement pour vous sans que vous n'ayez à rentrer une seule fois en France. Alors Alex, peut-on faire du LMNP en SCI? Alors là, on est sur des sujets qui sortent un petit peu du cadre de l'actualité. Donc Alex, je vous invite à nous contacter pour discuter de votre projet. Céline Chagnot, quelles sont les conditions pour louer en LMNP? Alors Céline, très simple, hein, encore une fois, alors déjà, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse discuter de votre projet, mais il n'y a pas de condition. La seule condition, c'est de meubler un appartement ou un bien et de le louer avec un bail qui est meublé. Sylvain, est-ce facile de transformer un bien déjà loué vide en bien meublé? Alors, plus compliqué. Il peut y avoir des solutions. En fait, tout va dépendre de votre locataire. Si votre locataire est d'accord pour arrêter le bail et changer de bail, pourquoi pas? Par contre, s'il n'est pas d'accord, là, vous ne pourrez pas changer de bail vide en meublé, ou alors il faudra vous débarrasser du locataire. Donc, il faudra à un moment donné vous séparer de votre locataire, meubler l'appartement et changer de locataire. Mais n'hésitez pas, Sylvain, à nous contacter sur des cas très spécifiques comme ça. Je sens qu'il s'agit d'une situation personnelle. N'hésitez pas à nous contacter pour que l'on puisse justement en discuter plus précisément sur votre projet. Voilà, c'est la fin de ce webinaire. J'espère que j'espère que j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Vous avez été très très nombreux aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été aussi nombreux à participer depuis autant de pays dans le monde. Encore une fois, tous ceux qui nous ont posé des questions et qui veulent nous recontacter, n'hésitez pas à aller sur le site de MyExpat, sur la page Contact. Alors, je réponds juste à Stanislas, quel maximum de loyer que mon percevoir en MNP? Contactez-nous, Stanislas, ce sera plus simple, puisque là, ce sont vraiment des questions qui sont très spécifiques. Merci à tous de nous suivre depuis autant de pays dans le monde. J'ai hâte de compléter la carte derrière avec des petites pins en fonction des pays desquels vous nous contactez. N'hésitez pas à nous suivre encore une fois sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter. On a une équipe marketing qui fait un très très gros travail justement pour vous donner le plus d'informations possible et pour vous donner le plus de solutions à vos problèmes. Inscrivez-vous à notre newsletter aussi pour recevoir les actualités de notre blog. Et puis, écoutez, un grand merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction des différentes zones dans lesquelles vous vous trouvez. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un 11e webinaire. Merci à tous. Au revoir.